Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AI Dragonfly. Je suis Hayat et aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons faire le point sur les dernières actualités du monde de l'intelligence artificielle et les avancées de la plateforme. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Franck, Théo et Camille. Commençons sans plus attendre avec les actualités marquantes de cette semaine. Bonjour à tous. Cette semaine a été particulièrement riche en annonces. La plus impressionnante concerne Anthropic, qui vient de lever 40 milliards de dollars auprès de SoftBank. C'est un investissement colossal qui va leur permettre d'accélérer considérablement leur développement futur. C'est effectivement une somme considérable. Cela souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour l'IA générative, malgré les inquiétudes concernant la rentabilité de ces modèles. Tout à fait, et c'est intéressant de noter que SoftBank, un investisseur japonais majeur, se positionne fortement dans ce domaine alors que le Japon n'a pas encore de grands modèles de langage nationaux, contrairement à la Chine qui est très présente sur ce segment. Autre actualité importante, OpenAI prépare une nouvelle fonctionnalité très attendue pour son modèle GPT-4 mini, basé sur le RFT, ou Reinforcement Learning from Human Feedback. Théo, peux-tu nous en dire plus sur cette technologie ? En effet, OpenAI travaille sur une capacité qui permettrait au modèle GPT-4 mini d'apprendre à partir d'informations spécifiques fournies par l'utilisateur, sans passer par le processus complet de fine-tuning qui est très coûteux et long. Concrètement, quels seraient les avantages pour les entreprises ? Cela permettrait par exemple d'adapter le modèle à des processus d'entreprise spécifiques ou à des règles internes particulières. Le modèle serait alors capable d'intégrer ces informations et de fournir des réponses beaucoup plus pertinentes et adaptées au contexte spécifique de l'organisation. Passons à une autre collaboration intéressante. OpenAI s'associe avec la FDA, l'Agence américaine du médicament. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un projet nommé CEDER-GPT qui vise à accélérer le processus d'approbation des médicaments. Actuellement, il faut environ une dizaine d'années pour qu'un nouveau médicament obtienne toutes les approbations nécessaires. L'intelligence artificielle va être utilisée pour analyser rapidement des milliers de documents scientifiques et de rapports d'essais cliniques. Quelles seront précisément les tâches confiées à l'intelligence artificielle dans ce contexte ? Elle sera entraînée pour repérer les incohérences dans les données soumises par les laboratoires, comparer les résultats avec la littérature scientifique existante, identifier les risques potentiels que les humains pourraient manquer et générer des résumés détaillés pour les examinateurs humains. C'est une application très prometteuse de l'intelligence artificielle dans un domaine crucial. J'ai également des chiffres intéressants concernant l'utilisation de ChatGPT. En avril 2025, la plateforme a enregistré 4,7 milliards de visites, principalement en semaine plutôt que le week-end. Cela suggère que les usages professionnels sont devenus prédominants. C'est révélateur de la façon dont ces outils se sont intégrés dans le quotidien professionnel. À propos de tendance, 2 experts français ont récemment pris position sur l'avenir des grands modèles de langage. Le premier est l'ancien chef de produit Siri chez Apple, maintenant à la retraite en France, qui estime que l'enthousiasme autour de l'IA est excessif. Et quel est le point de vue du second expert ? Il s'agit de Yann LeCun, le responsable de l'IA chez Meta depuis plus de 10 ans. Son opinion est particulièrement intéressante. Il pense que la course au modèle toujours plus grand, avec toujours plus de paramètres et une consommation d'énergie croissante, n'est pas la bonne direction. Selon lui, l'avenir sera plutôt dans la combinaison de modèles plus petits et spécialisés qui ensemble produiront des résultats aussi performants, voire meilleurs, que les modèles géants. C'est une vision qui rejoint la stratégie que vous développez chez Dragonfly, n'est-ce pas ? Exactement. Cette approche est très alignée avec notre vision chez Cloud Temple. Nous n'avons pas parié sur l'acquisition des matériels les plus puissants et coûteux, comme les H-Cent ou H2Sense, qui valent entre 100 000 et 200 000 euros pièce. Ces équipements risquent d'être rapidement dépassés par des technologies plus performantes dans les 2 à 3 ans, ce qui rend leur amortissement sur 5 ou 6 ans très problématique. Focus sur la plateforme Dragonfly. Parlons maintenant plus spécifiquement de la plateforme. Où en est le développement et quelles fonctionnalités pouvez-vous nous présenter aujourd'hui ? La plateforme est fonctionnelle et nous l'utilisons en interne depuis près d'1 mois. Le développement prend un peu plus de temps que prévu car nous avons ajouté de nouveaux objectifs en cours de route et nous souhaitons sortir un produit vraiment abouti. Nous avons commencé à rencontrer des DSI et des responsables de transformation IA dans de grandes entreprises qui sont très intéressées par notre solution. Exactement, et l'intérêt est vraiment significatif.
Les entreprises nous demandent si la plateforme peut supporter des déploiements massifs, avec parfois jusqu'à 15 000 utilisateurs. Cela nous a amené à repenser certains aspects de notre architecture et de notre processus d'onboarding. Qu'est-ce qui explique principalement ce délai supplémentaire? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, notre approche de développement est unique. Nos développeurs n'écrivent pas directement le code, tout est fait à travers des assistants IA. Cela fonctionne très bien pour environ 85 à 90% du développement, mais les derniers 10 à 15% sont plus complexes à finaliser avec cette méthode. Ensuite, nous consacrons beaucoup d'efforts à la sécurité et à l'ergonomie. Je n'ai jamais poussé aussi loin l'optimisation d'une interface utilisateur pour limiter au maximum le nombre de clics nécessaires tout en permettant une personnalisation complète de l'expérience. Enfin, les retours des grands comptes nous amènent à revoir certains aspects. Certains nous demandent si la plateforme peut supporter 15 000 utilisateurs simultanés et comment se passera l'intégration à cette échelle. Camille, peux-tu nous parler des modèles disponibles sur la plateforme? Nous avons actuellement 35 modèles déployés, ce qui offre une grande diversité d'options. Pour citer quelques exemples, nous avons les modèles Cogito dans leur version 3, 14 et 32 milliards de paramètres. Toute la gamme DeepSeek, y compris DeepSeek Coder et DeepSeek R 1 en 14, 32 et 70 milliards de paramètres. Les modèles Google Gemma 3 en 11, 24 et 27 milliards. La gamme complète IBM Granite, incluant des modèles spécifiquement dédiés à la sécurité. Le modèle Llama 3 en 70 milliards de paramètres, avec capacité multimodale. Les modèles Mistral et Qwen dans leurs différentes versions. Et bien d'autres encore. C'est impressionnant. Mais comment aider les utilisateurs à naviguer dans cette multitude de modèles et à choisir le plus adapté à leurs besoins? C'est une question cruciale. Notre approche est basée sur deux facteurs principaux, la capacité et le prix. Toutes les tâches réalisables par un modèle peuvent potentiellement être exécutées par le modèle le plus sophistiqué, mais à quel coût? Il peut y avoir un rapport de 1 à 150 entre les prix des différents modèles. Par exemple, si une tâche simple comme réorganiser des idées ou générer un texte basique peut être accomplie par un petit modèle à 0,10 €, pourquoi utiliser un modèle premium à 15 €? La plateforme aide les utilisateurs à identifier le modèle le plus économique, capable de réaliser efficacement leurs tâches spécifiques. Avez-vous ajouté des fonctionnalités pour faciliter cette analyse de coût? Tout à fait. La plateforme affiche clairement le coût de chaque conversation et propose des tableaux de bord permettant aux clients de calculer combien leur coûtent leurs utilisateurs par type d'usage et par assistant. Nous ajoutons même des informations sur la consommation en kilowattheure, ce qui est particulièrement important pour les rapports RSE des entreprises. Cette transparence sur les coûts est vraiment un élément différenciant de notre solution. Jusqu'à présent, la plupart des outils d'IA donnaient l'impression d'être gratuits ou ne montraient pas clairement leur prix d'utilisation. Notre approche permet aux utilisateurs de prendre conscience de l'impact financier et environnemental de leur choix. Théo, peux-tu nous présenter quelques nouvelles fonctionnalités techniques que vous avez implémentées récemment? Bien sûr. Nous avons notamment ajouté des variables système qui permettent de récupérer automatiquement des informations contextuelles. Par exemple, la variable DGYContext récupère le contexte personnalisé d'un utilisateur, de la DGYUser donne accès au prénom et nom de l'utilisateur, et DGYL date fournit automatiquement la date actuelle. C'est exact. Cela permet de créer des assistants plus personnalisés et contextuels, sans avoir à utiliser des outils supplémentaires pour obtenir ces informations. Nous avons également implémenté l'activation des outils, Tools, sur plusieurs modèles, notamment Claude Sonnet 3,7 et les modèles Gemini, ce qui étend considérablement leur capacité. Perspective d'avenir. Pour terminer, j'aimerais que nous parlions un peu des tendances futures. Franck, quelles sont tes prédictions sur les 2 ou 3 prochaines années? Oui, j'anticipe notamment un déclin rapide des outils bureautiques classiques comme Word, Excel et PowerPoint. Ces logiciels, qui sont essentiellement des outils de mise en forme basés sur des formats propriétaires, vont perdre en pertinence face aux capacités de génération des IA. À plus long terme, même les outils comme Outlook pourraient être remis en question. Quel est l'intérêt d'avoir une interface de messagerie traditionnelle si un assistant IA peut gérer vos emails, organiser vos réponses et vous les proposer de manière pertinente?
C'est un enjeu majeur pour Microsoft, sachant que la suite bureautique et les outils collaboratifs représentent environ 78 milliards de dollars de revenus, soit 32% de leur chiffre d'affaires total. C'est une perspective fascinante et potentiellement disruptive pour tout un pan de l'industrie logicielle. Camille, quel est ton point de vue sur ces évolutions ? Je rejoins complètement l'analyse de Franck. Nous observons déjà comment nos clients utilisent nos assistants IA pour des tâches qui étaient traditionnellement réalisées avec des logiciels bureautiques. La valeur se déplace clairement vers les outils qui peuvent comprendre l'intention de l'utilisateur et générer directement le résultat souhaité, plutôt que de fournir un environnement où l'utilisateur doit tout construire manuellement. C'est un changement fondamental dans la façon dont nous interagissons avec la technologie. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à Franck, Théo et Camille pour tous ces éclairages sur l'actualité de l'IA et les avancées de la plateforme Dragonfly. Nous vous rappelons que ce podcast est diffusé sur notre chaîne YouTube, alors pensez à activer la cloche pour être notifié de nos prochaines publications. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 12h précise, pour le prochain live. À mercredi prochain et n'oubliez pas, chaque semaine à midi pile. Au revoir et merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.